2008, c'est l'année pendant laquelle j'ai découvert le catch. Alors, pour être plus précis, j'ai commencé à regarder en fin d'année, et avec le décalage de la diffusion sur NT1, on était peut-être déjà en 2009, mais en tout cas, pendant longtemps, c'était une année qui était vraiment spéciale à mes yeux. Randy Orton sans tous ses tatouages, Jeff Hardy champion du monde, les anciennes arènes de Raw et SmackDown en début d'année, ou encore le retour de John Cena lors du Royal Rumble, tout ça c'était des choses que je n'avais pas vécues et que je n'ai découvert que des années plus tard. Du coup, j'avais une vision vraiment particulière de 2008, j'avais l'impression que c'était le passé et que c'était presque des images interdites que je regardais, en particulier quand j'ai découvert la Swanton Bomb de Jeff Hardy, mais au milieu de tout ça, il y a un événement qui est très vite sorti du lot, WrestleMania. Entre le match de l'Undertaker face à Edge, le Money in the Bank, le triple menace entre Randy Orton, Triple H et John Cena, ou encore le match entre Ric Flair et Shawn Michaels, il y avait littéralement tout pour régaler les fans de la génération NT1. Et donc, ne perdons plus de temps, allons-y et parlons d'un des WrestleMania les plus chers à mon cœur, WrestleMania 24. Alors déjà, c'est peut-être un peu bizarre, mais une chose qui m'avait marqué sur ce show, c'est les petites vidéos promotionnelles qui étaient diffusées avant. Mais si, je suis sûr que vous vous rappelez de cette pub dans le bar dans lequel Carlito demande à Maria ce qu'elle boit et qu'elle répond en légende un truc du style « ça, ça c'est le nouveau Oli fruit du dragon ». Bah oui, désolé, je sais qu'on est encore loin de l'été, mais ce WrestleMania sous le soleil de Floride m'a vraiment donné soif et heureusement Oli est là pour me régaler avec leurs deux nouvelles saveurs dans la gamme Energy et Ice Tea, le fruit du dragon et le thé noir miel. Depuis le temps, vous devez certainement connaître Oli, c'est une marque de boisson sans sucre et aux arômes naturels qui m'accompagne depuis un bon moment maintenant, et au-delà de vous régaler avec leurs trois gammes historiques Ice Tea, Energy et Hydratation, ils ont lancé depuis ce début d'année leurs milkshakes qui sont excellents et qui viennent tout juste de revenir en stock sur le site. Bien sûr, moi depuis le temps j'ai mes favoris, mais si vous découvrez la marque, vous pouvez vous diriger vers les packs découvertes qui vont vous permettre de tester les différentes saveurs pour ensuite commander les grands pots de 50 portions qui en plus vont vous revenir nettement moins cher que les canettes de soda classiques. Pour profiter de tout ça, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le lien en description ou en commentaire épinglé et d'entrer le code MonsieurHawkin5 pour profiter de 5 € sur votre toute première commande ou encore le code MonsieurHawkin pour 10% sur l'intégralité du site. Avec ça, vous pourrez notamment tester mon tout nouveau favori, l'Ice Tea Mangue Passion, que je bois littéralement en ce moment même et qui m'accompagne toutes les semaines sur Twitch. Et donc, je compte sur vous pour me donner votre avis là-dessus et sur toutes vos saveurs favorites dans les commentaires. Sur ce, je remercie Oli et toutes les personnes qui passeront commande avec mon code, ça fait extrêmement plaisir. Et on peut maintenant parler de WrestleMania 24. Bon, déjà pour ce show, ce que je vais dire, c'est un petit peu bizarre, mais le fait qu'il ait lieu dans un stade ouvert, j'ai longtemps trouvé ça fou. C'est le tout premier WrestleMania qui a lieu dans un tel contexte et je trouve que ça donne un côté ultra impressionnant, surtout qu'au moment où le show commence avec l'hymne américain, il fait encore jour. Alors oui, depuis on a eu beaucoup de WrestleMania dans le même genre de conditions, mais moi encore aujourd'hui, quand je pense à un stade ouvert, je pense toujours à WrestleMania 24 et je trouve d'ailleurs que l'arène du show, elle est vraiment incroyable. Après, il faut aussi dire que c'est la toute première édition de WrestleMania qui est diffusée en HD, et à l'époque c'était quand même un grand changement pour la WWE, et si apparemment la présentation était moins bien en vrai, sur les images, le décor rend extrêmement bien. Mais allez, assez discuté de tout ce qui tourne autour du show, passons directement au premier match, le Belfast Brawl entre JBL et Finlay. Alors je sais, dit comme ça fait envie à absolument personne, et en plus l'histoire sur le papier, elle est vraiment pas terrible. En gros, tout commence pendant la rivalité entre Vince McMahon et Finlay, puisque Hornswoggle a été révélé comme étant le fils illégitime du président de la WWE, et justement, alors qu'il s'apprête à s'affronter dans un Steel Cage et que Finlay veut empêcher le match de démarrer, il est attaqué par JBL pour démarrer cette histoire. 2 semaines plus tard, Finlay est révélé comme étant le père de Hornswoggle, ce qui encore une fois n'a aucun sens, avec ce truc de Vince McMahon, on sait pas où c'est parti, et donc JBL décide de le défier pour un match à WrestleMania, qui devient dès la semaine suivante un Belfast Brawl, c'est-à-dire un match sans disqualification. Donc encore une fois, l'histoire est très nulle, franchement, il y a rien à dire, c'est pas intéressant, mais vous allez voir que ça aurait pu être bien pire. Déjà, à la base, on devait avoir un match entre Finlay et Vince McMahon à WrestleMania, et c'était Mr. Kennedy qui devait être révélé comme le fils illégitime du président, mais vous le voyez, les plans ont été annulés, et franchement, tant mieux. Mais si déjà, c'est une bonne nouvelle que ça se soit pas passé comme ça, le combat, finalement, il est pas si mauvais que ça. En fait, bien au contraire, il est étonnamment très cool. On accueille JBL puis Finlay et Hornswoggle qui fait son retour ce soir-là, et directement les deux adversaires partent à la lutte à l'extérieur pour commencer un match qui en fait n'en est pas vraiment un. Et oui, sans disqualification, avec deux mecs à l'ancienne comme ça, vous vous doutez bien qu'on va pas avoir un affrontement basique, et on a donc une véritable guerre avec des coups de poubelle et de couvercles en plein crâne, qui franchement sont assez impressionnants. En fait, à l'époque, on voit encore ce genre de coup à la tête, et même si aujourd'hui ça peut surprendre un peu, je trouve que c'est une très bonne idée pour ouvrir ce show. Avec ça, on a des interventions de Hornswoggle et une violence qui n'a de cesse d'augmenter pendant tout le match, puisque Finlay se jette sur JBL à l'extérieur, mais il est accueilli par un immense coup de poubelle qui choque absolument tout le monde, et qui contribue à rendre ce match très particulier. Vraiment, je me rappelais de la violence de ce match, et pourtant, en le revoyant, j'ai quand même encore été surpris. En plus, de retour dans le ring, JBL envoie une poubelle sur Swoggle à l'extérieur, et il frappe son adversaire avec la seconde qui se trouvait dans le ring, mais une fois de plus, Finlay revient dans le match et enchaîne les coups de couvercle sur son rival avant de l'envoyer à travers la table.
Le match dure alors depuis moins de 10 minutes et pourtant on est sur un vrai champ de bataille, mais justement pour rapidement mettre un terme à tout ça, JBL contre le coup d'escalier et envoie sa clothesline from hell qui lui permet de river les épaules de Finlay pour la victoire. Du coup, ça paraît peut-être étonnant au vu de l'affiche et de l'histoire racontée, mais c'est quand même un match que je vous conseille si vous l'avez jamais vu. C'est juste de la violence pure et honnêtement, c'est un excellent moyen d'ouvrir cette édition de WrestleMania. Et d'ailleurs, vous savez quoi, puisqu'on vient de voir un match avec des objets et de la violence dans tous les sens, autant continuer dans le même registre en passant directement au match suivant, le Money in the Bank. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est littéralement un des matchs les plus attendus chaque année à WrestleMania, et le concept est super simple. 7 catcheurs s'affrontent dans un match de l'échelle pour tenter de décrocher une mallette qui donne à son gagnant un match de championnat quand il veut et où il veut. Mais en vrai, si le Money in the Bank c'est toujours un match intéressant à voir, vous allez voir que celui-là est vraiment particulier. On accueille John Morrison, Carlito, Shelton Benjamin, CM Punk, Mr. Kennedy, MVP et Chris Jericho, et directement c'est parti. Tout le monde part à l'extérieur sauf MVP qui attend qu'on lui apporte une échelle dans le ring pour faire le ménage et prendre le dessus sur ses adversaires. Très vite, il est calmé par Jericho qui vient avec une échelle plus grande mais qui se fait à son tour surprendre par John Morrison, et justement alors que le match vient à peine de commencer, Morrison se saisit d'une échelle et monte sur la 3e corde pour nous offrir le premier grand spot de ce combat. Bon, je pense que celui-là vous l'avez tous vu donc je vais pas en parler pendant 1 heure, mais sérieusement déjà c'est hyper innovant de faire un moonsault avec une échelle, et en plus pour un catcheur heel qui est pas vraiment extrêmement mis en avant à l'époque, c'est un vrai grand moment qu'on lui donne dans ce match. Après, c'est clair que c'est pas ça qui va lui donner la victoire, parce qu'il a lui aussi beaucoup subi sur la prise, et c'est donc Jericho et Kennedy qui luttent dans le ring et qui tentent de décrocher la mallette, mais ils sont justement repris par Morrison, qui retrouve Kennedy en haut de l'échelle avant d'être à son tour rejoint par Shelton Benjamin. Et c'est marrant parce que autant je me rappelais très bien du moonsault de Morrison, mais j'avais aucun souvenir que Shelton nous sortait aussi ce gros spot avec cette powerbomb combinée à une souplex du haut de l'échelle, qui sert à faire le ménage dans le ring et qui permet à CM Punk de revenir dans le combat. Justement, Punk il reprend l'avantage en couchant Shelton avec son GTS, mais malheureusement il va pas bien loin après ça puisque Kennedy le couche sur une échelle avant d'être à son tour sorti par MVP, et on a alors un affrontement entre Carlito et MVP qui laisse le Puertoricain seul au centre du ring. Très vite, il est quand même repris par Shelton qui tente à son tour de décrocher la mallette, mais pour une fois de plus choquer le monde, le Gold Standard est poussé par Carlito et Mr. Kennedy et il va s'écraser sur une échelle à l'extérieur dans un spot juste hallucinant. Là encore, ce match brille par sa violence et par le nombre de spots juste incroyables, mais très vite le match reprend et c'est MVP qui domine en faisant chuter 3 adversaires. Enfin, après ça, Morrison peut revenir, mais il va encore pas faire long feu dans le match puisqu'il est coincé dans une soumission par Jericho sur l'échelle, et le rythme augmente alors encore avec Kennedy, Punk et Carlito qui rejoignent Y2J. Très vite, Punk et Kennedy descendent avec une prise qui les met tous les deux KO, mais pendant ce temps, Carlito qui a été poussé par Jericho le rejoint à nouveau, et cette fois-ci il lui envoie un incroyable backbreaker du haut de l'échelle, qui lui a certainement fait plus de mal à lui qu'à son adversaire. Donc vous voyez, quand je vous parlais du côté spécial de ce match, c'est exactement à ça que je faisais référence. Ce spot, on l'a vu et revu pendant les années suivantes, notamment dans les clips Ne faites pas ça chez vous, et après ça, forcément il reste plus personne dans le ring, à part MVP, qui peut donc tenter d'aller décrocher la mallette. Sauf que là encore, si ce match est aussi incroyable, c'est pas uniquement parce qu'il nous donne des spots impressionnants. En fait, au moment où MVP est sur le point de décrocher la mallette et que personne n'est là pour l'arrêter, Matt Hardy surgit du public et fait son retour sur la plus grande scène du monde pour coûter le match à son rival, en le couchant avec un Twist of Fate du haut de l'échelle. À ce moment-là, le stade est en feu pour le retour de Matt Hardy qu'on n'a pas vu depuis près de 5 mois à l'époque, et honnêtement, avec tout ça, je me demande si ce Money in the Bank n'est pas mon favori. En fait, il y a exactement ce qu'il faut pour faire un match excellent, et même la fin est juste parfaite. Parce que après ça, la guerre avec les échelles reprend, et c'est Carlito qui en ressort grandi en se retrouvant seul au centre du ring avec les mains sur la mallette, mais il est à ce moment-là poussé par Mr. Kennedy qui veut alors choquer le monde pour la 2e année consécutive. Seulement, là encore, Kennedy va être surpris, cette fois-ci par CM Punk qui lui envoie un coup d'échelle pour se venger de WrestleMania 23, mais alors que tout indique que Punk va grimper et décrocher le contrat, il déguste un codebreaker de Jericho sur l'échelle, et le combat revient alors au point de départ. Bon, vous vous en doutez quand même, avec tout ça, on est bien sur la fin de ce Money in the Bank, puisque malgré le codebreaker, CM Punk réussit à revenir, et il grimpe alors l'échelle pour rejoindre Y2J et le coincer dans les barreaux, avant d'enfin décrocher la mallette. Punk vient donc ce soir de remporter le match le plus important de sa carrière, et il reçoit d'ailleurs une très belle réaction des fans qui étaient vraiment derrière lui à l'époque, et même si son règne de champion sera un peu décevant suite à son encaissement, le fait que la WWE ait décidé de donner un titre mondial à ce catcheur en 2008, je trouve ça quand même assez incroyable. Alors oui, je sais, à la base c'était Jeff Hardy qui devait gagner la mallette, mais il a été suspendu quelques temps avant le match, mais franchement je trouve qu'en guise de remplaçant, CM Punk fait largement l'affaire, surtout au vu de son immense popularité à l'époque.
Mais bon, allez, avec tout ça, je pense qu'on mérite bien une petite pause, hein. On a eu 2 gros matchs pour ouvrir la soirée, donc il faut souffler un petit peu, surtout que ce qui nous attend est pas mal non plus. Donc c'est l'heure d'accueillir les membres du Hall of Fame pour une nouvelle fois célébrer leur carrière. En plus, cette année, on a encore de très beaux noms, dont notamment le père et le grand-père du rock, avec Peter Maivia et Rocky Johnson, mais surtout le Nature Boy Ric Flair, qui est à l'époque le premier catcheur encore actif à être intronisé dans le temple de la renommée de l'entreprise. Mais bon, ceux qui connaissent la carte savent qu'on aura largement l'occasion de reparler de Ric Flair plus tard dans la soirée, donc passons à la suite avec le match entre Umaga et Batista. Alors, l'histoire de ce match, elle est vraiment très simple. Raw et SmackDown ont chacun choisi un catcheur de leur roster respectif, et les deux s'affrontent à WrestleMania pour représenter leur branche et montrer quelle est meilleure que l'autre. Oui, ça fait un petit peu mal de voir Umaga et Batista se retrouver dans cette position, alors que je pense qu'on aurait vraiment pu construire une rivalité sérieuse et plus intéressante entre les deux, mais en soi, pour l'époque, ça passe plutôt bien. Je suis certainement biaisé par la nostalgie, et d'ailleurs ça marche pour la totalité du show, mais ce match il me rappelle évidemment les grandes heures de SmackDown vs Raw 2009, et le concept d'avoir une guerre entre Raw et SmackDown, j'ai toujours trouvé ça cool. Donc même si c'est décevant pour les deux catcheurs, ça reste un match dont j'ai de plutôt bons souvenirs. On accueille alors Batista sous l'ovation des fans pour représenter le show bleu, et il est rejoint par Umaga, d'après William Regal, qui représente alors Raw pour son deuxième combat à WrestleMania, et qui s'avance au ring déterminé comme jamais. Directement, les deux échangent des coups puissants et c'est Batista qui semble prendre le dessus en envoyant son adversaire à l'extérieur, mais de retour dans le ring, Umaga revient avec de puissants coups de pied et peut alors dominer son adversaire pendant un moment. On a alors un rythme lent imposé par Umaga avec cette fameuse prise du trapèze, mais on a quand même des moments plutôt sympas, notamment quand il cloue l'animal au sol avec son Samoan Drop. En fait, dans le match, Umaga est vraiment mis en avant par la WWE et il sort un gros match contre un ancien champion du monde, et d'ailleurs il semble bien parti pour en finir avec son Spike, mais heureusement pour lui, l'animal réussit à le bloquer à ce moment-là et il envoie son adversaire dans le poteau pour reprendre le contrôle du combat. Bien sûr, après ça, Batista il enchaîne, il place son Spinebuster et il chauffe la foule pour sa Batista bombe, et à ma grande surprise, il réussit à la placer avant de river les épaules de Umaga pour tout simplement remporter le match. Du coup, on a un combat certes plutôt cool sur le papier, même si l'histoire est pas très profonde, mais malheureusement dans la réalisation c'est extrêmement simple et peut-être juste trop simple d'ailleurs. Le match est court et sans grand moment particulier, Batista revient juste à la fin pour gagner et rentrer au vestiaire sous l'ovation des fans, et même si ça reste sympa d'avoir une victoire de SmackDown sur un show qui a souvent été considéré comme supérieur, je comprends pourquoi l'animal était frustré d'être mis à cette place sur la plus grande scène du monde. Mais allez, vous savez quoi, tant qu'on est sur des matchs courts sans grande importance, justement, parlons du suivant. Dans le pré-show, on a en fait eu le droit à une bataille royale pour obtenir une chance au titre de la ECW détenue par Chavo Guerrero, qui fait donc son entrée pour défendre son titre, et alors qu'il attend le vainqueur Kane dans le ring, celui-ci apparaît derrière lui et le match commence directement. Surpris par son challenger, Chavo Guerrero est couché par un chokeslam et il est battu en une dizaine de secondes par Kane, qui remporte alors le titre de la ECW, pour nous offrir ce qui sera pendant longtemps le match le plus court de l'histoire de WrestleMania. Donc voilà, j'ai forcément pas grand chose d'autre à dire dessus, la ECW de l'époque c'est très loin d'être la meilleure chose de la WWE, et encore une fois je vous redirige vers le coffre à catch si vous voulez voir ce qui s'y passait en détail. Nous, en ce qui nous concerne, on va passer à la suite, parce que là on a enfin quelque chose de vraiment intéressant. En fait, quelques mois plus tôt, précisément en novembre 2007, Vince McMahon a annoncé au légendaire Ric Flair que sa prochaine défaite sur un ring de la WWE serait officiellement sa dernière, et qu'il serait contraint de prendre sa retraite. À ce moment-là, Flair, qui est un des plus grands catcheurs de l'histoire avec un total de 16 titres de champion du monde, a déjà 58 ans et on imagine donc que sa retraite est très proche, mais pourtant, il va surprendre tout le monde et remporter chacun de ses combats jusqu'à la fin de l'année. Début 2008, il vient en plus à bout de MVP puis de Mr. Kennedy lors du Royal Rumble et de No Way Out, et à quelques semaines de WrestleMania, Flair lance un défi à Shawn Michaels et déclare que s'il ne peut pas le battre, c'est qu'il n'est pas à la hauteur de continuer sa carrière dans le catch. Michaels, de son côté, qui a un profond respect pour Ric Flair et qui est très proche de lui, refuse initialement le défi parce qu'il veut pas vivre avec ça sur la conscience, mais le Nature Boy le reprend très vite et lui interdit de le sous-estimer. Flair, de son côté, est surconfiant et il est persuadé que sa carrière est encore loin d'être finie et qu'il est capable de venir à bout du showstopper, et donc à force d'insister, Shawn Michaels se laisse convaincre et l'un des matchs les plus importants de ce WrestleMania 24 est rendu officiel. Et là, il faut comprendre à quel point c'est important. Depuis son retour à la WWE, Flair a montré qu'il avait encore sa place dans un ring. Il a eu l'occasion d'avoir des grands matchs et des grandes rivalités, et arrivé en 2008, beaucoup de fans considèrent qu'il peut encore combattre pendant de nombreuses années. À côté de ça, certains annoncent évidemment que c'est la fin de sa carrière et qu'à WrestleMania, il va perdre contre Michaels pour prendre sa retraite, d'autant qu'il a été intronisé au Hall of Fame la veille, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le résultat de ce match est vraiment incertain. Et donc, justement, allons-y. Après un clip émouvant qui résume cette histoire, on accueille le Heartbreak Kid Shawn Michaels et il est rejoint dans le ring par le légendaire Ric Flair pour officiellement lancer un des combats les plus attendus de cette édition de WrestleMania. Les deux commencent par une épreuve de force et personne n'arrive réellement à prendre l'avantage dans le combat puisque les contres s'enchaînent, mais ce qu'on sent surtout à ce moment-là, c'est une immense tension.
Les fans sont vraiment stressés devant ce match qui pourrait bien être le dernier de la carrière de Ric Flair, et alors qu'il échange les atémis avec Michaels dans le coin, on remarque que la foule est clairement derrière le Nature Boy. Les retours de Michaels sont accueillis par des huées et les attaques de Flair, elles, sont applaudies par le stade entier qui espère de tout cœur que la légende va créer l'exploit. Et justement, pour définitivement prendre le contrôle du match, Ric Flair profite de son expérience pour esquiver Shawn Michaels qui s'est lancé sur lui avec un moonsault à l'extérieur, et sous l'ovation des fans, HBK va s'écraser violemment sur la table des commentateurs. De retour dans le ring, Flair garde l'avantage avec des souplexes et il tente à plusieurs reprises de gagner le match avec des tombées, mais rien n'y fait, le Heartbreak Kid résiste et la carrière du Nature Boy reste en danger. Mine de rien, les premières minutes du match ont grandement fatigué les deux hommes et surtout Ric Flair qui est envoyé à l'extérieur par Shawn Michaels qui réussit alors enfin à prendre le dessus et qui va encore marquer un grand moment en envoyant un moonsault qui cette fois-ci touche la cible. De retour dans le ring avant le compte de 10, Michaels réussit à garder l'avantage en échangeant les atémis et en touchant son adversaire avec son bras à la volée, qui lui permet alors de grimper sur la troisième corde pour placer sa descente du coude qui touche la cible. Ça y est, le public l'a compris. Ric Flair n'est peut-être en fait pas à la hauteur et il va être vaincu par Shawn Michaels pour mettre un terme à sa carrière. Alors que HBK prépare son switch in music, la foule commence à le huer, mais à la surprise de tout le monde et alors que le Nature Boy est à sa merci, Michaels s'arrête au dernier moment et n'arrive pas à frapper. Ce moment d'hésitation lui coûte très cher puisque Flair le coince dans une prise en 4 sous l'ovation des fans, et la foule reprend espoir. Certes, Michaels est clairement au-dessus de Ric Flair ce soir, mais en fait peut-être que sa relation avec le Nature Boy va l'empêcher d'aller au bout et qu'il sera incapable de frapper pour détruire la carrière de son idole. La prise en 4, elle va alors durer pendant un bon moment au centre du ring, mais Michaels refuse d'abandonner et retourne la prise pour rester dans le combat, et très vite, la guerre entre les deux hommes reprend et il continue de nous régaler. HBK tente un tombé surprise qui pèsera certainement moins lourd sur sa conscience, mais son adversaire lui n'a aucune peine et il s'en prend violemment à sa jambe pour préparer un second figure 4 leg lock. Sauf que cette fois-ci ça ne passe pas. Michaels contre et il veut enchaîner avec un enziguri, mais à nouveau Flair reste dans le match et arrive cette fois-ci à coincer HBK dans sa prise en 4. Ça y est, les fans explosent et pensent que Michaels va abandonner pour permettre à Flair de conserver sa carrière, mais après de longs instants de souffrance, Shawn arrive à attraper la corde pour casser la prise sous les huées du stade. Évidemment, ce soir, personne ne soutient Shawn Michaels, tout le monde veut voir Ric Flair quitter WrestleMania grandi et continuer à régaler chaque semaine, mais alors qu'il a perdu du temps pour célébrer avec les fans, le Nature Boy est cloué au sol par un switch in music qui sort de nulle part. C'est pas possible. La carrière de Ric Flair ne peut pas se terminer comme ça. Les fans sont tendus, mais par chance, Michaels n'est pas en état de tenter le tomber immédiatement, et quand enfin il arrive à placer son bras sur le Nature Boy, Flair crée l'exploit de se dégager, et le combat continue. Michaels comprend qu'il va devoir en remettre une couche s'il veut venir à bout de son adversaire, mais il remarque aussi que Flair n'est pas en état de se relever. Le Heartbreak Kid perd patience et il va lui-même remettre son rival sur ses jambes, mais il a sûrement oublié à qui il avait affaire. Ric Flair profite de la position de Michaels pour lui envoyer un coup bas invisible aux yeux de l'arbitre pour faire honneur à son nom, et Flair se précipite sur son adversaire pour tenter de gagner le match sur un mouvement interdit. Mais évidemment ça ne suffit pas. Michaels se dégage et Flair doit alors trouver une autre solution, mais à peine remis debout, il est repris par le Heartbreak Kid qui le coince dans sa propre prise de soumission. Perdre sa carrière sur la plus grande scène du monde en abandonnant dans sa propre soumission serait une honte pour le Nature Boy et il trouve alors bien sûr un moyen de distraire l'arbitre pour envoyer un doigt dans l'œil de Michaels, qui le force à lâcher la prise. Le match semble donc revenu au point de départ et Flair tente désespérément de gagner avec un roll-up qui n'obtient qu'un compte de 2, mais très vite tout va changer. Les deux hommes échangent les atémis à genoux puis sur leurs pieds, et là encore de nulle part, le Heartbreak Kid trouve la force d'envoyer un switch in music qui couche Ric Flair au sol et qui fait exploser la foule. Encore une fois, Michaels n'est pas en état de tenter tout de suite le tomber, mais en même temps il sait que son adversaire a peut-être encore l'énergie pour se dégager. Le visage rempli de tristesse, Michaels se hisse alors sur ses jambes dans le coin et arme un second switch in music. Et alors qu'il croise le regard de Flair qui le provoque et lui demande de venir se battre, Shawn Michaels lui adresse ses derniers mots avant de frapper. « Je suis désolé, je t'aime ». Ce troisième switch in music s'avérera effectivement être le bon. Ric Flair est couché au sol et Shawn Michaels s'allonge sur lui une dernière fois pour lui river les épaules. Et l'arbitre peut donc frapper le sol à 3 reprises pour officiellement conclure ce match et mettre un terme à la carrière légendaire du Nature Boy. Immédiatement après le tombé, Michaels s'empresse de prendre Ric Flair dans ses bras et il quitte très vite le ring sans même célébrer cette victoire, puisque même s'il avait répété dans les semaines précédentes qu'il allait mettre un terme à la souffrance de Ric Flair en stoppant sa carrière, on comprend qu'au fond de lui, il est profondément triste d'avoir eu à faire ça. Le stade offre alors au Nature Boy une immense ovation et il peut donc quitter le ring devant les larmes de sa famille, que vous reconnaissez sûrement, pour finalement rejoindre les vestiaires après ce qui s'avérera être le tout dernier combat de sa carrière à la WWE. Donc oui, c'est sûr qu'après ça, Ric Flair a combattu quelques fois, notamment à la TNA en 2010 et en 2011, puis dans un dernier match en 2022. Mais très franchement, pour moi, le dernier combat de la carrière de Ric Flair, c'est celui-là. Et honnêtement, c'est un moyen parfait de mettre un terme à une aussi grande histoire.
Du coup, ce match, c'est vraiment un des combats sur lequel j'ai le plus envie d'avoir votre avis, parce que autant je sais qu'il y en a certains qui suivaient déjà le catch depuis longtemps et qui donc connaissaient Ric Flair, donc qui ont forcément eu l'émotion de ce match, mais je suis sûr qu'il y en a aussi qui ont découvert le catch bien plus tard comme moi, et qui en fait connaissaient pas Ric Flair à l'époque, et qui ont donc peut-être été moins touchés par cette défaite. Après, il faut aussi reconnaître que la WWE avait fait un excellent travail, notamment avec les clips avant le match, pour résumer la carrière de Ric Flair et pour que tout le monde puisse comprendre à quel point c'était important. Et du coup, j'ai l'impression que ça a mis un coup au moral de tout le monde dans la salle, on sent vraiment que l'ambiance a changé, et forcément, passer après ça, bah, c'est un petit peu compliqué. Du coup, évidemment, que fait la WWE en 2008 pour passer à autre chose avant d'enchaîner sur les 3 matchs les plus attendus? Bah évidemment, ils mettent le match des divas. Oui, on est encore loin de l'époque où les catcheuses vont être mises en avant dans des matchs importants, donc honnêtement, je vais pas parler bien longtemps de ce combat. En gros, c'est un match des bûcherons sponsorisé par Playboy et présenté par Snoop Dogg, et on a donc l'équipe de Maria et Ashley qui fait face à celle de Beth Phoenix et Melina. Vous vous en doutez, le match est pas incroyable et il investit pas du tout la foule qui se remet encore de la défaite de Ric Flair. Et en plus, pour vraiment pas aider un match qui est pas déjà hyper populaire, on a une coupure de courant en plein match, et on enchaîne alors avec des interventions de Santino Marella et de Jerry Lawler, qui permettent finalement à Beth Phoenix de gagner le match avec une souplex. Voilà, vous le voyez, c'est pas terrible, hein, et en plus après ça, Snoop Dogg envoie une corde à linge à Santino et embrasse Maria, donc franchement on s'en serait passé. Et justement, arrêtons d'en parler et passons à la suite parce que là, ça devient bien plus intéressant. Ce match, sur le papier, c'est littéralement le combat parfait pour la génération NT1. Triple H, Randy Orton et John Cena, c'est certainement les 3 catcheurs les plus populaires de cette époque, et vraiment rien que de voir l'affiche, ça me fait replonger en enfance. Cette époque où je regardais des unboxings de figurines sur YouTube, des mecs qui se battaient contre leur doudou et où je découvrais SmackDown vs Raw 2009, c'était juste incroyable. Et même si on va le voir, le match a peut-être pas marqué l'histoire pour sa qualité, bah dans les faits, ça reste un combat que beaucoup de jeunes fans de l'époque, dont moi, ont vraiment apprécié. En plus, l'histoire est franchement bien construite parce qu'elle commence au Royal Rumble 2008 avec le retour inattendu de John Cena qui remporte la victoire et obtient un match de championnat contre Randy Orton à WrestleMania. Mais évidemment, en héros des fans qu'il est, le champ ne veut pas attendre et défie son rival dès No Way Out. Sauf que malheureusement pour lui, Cena est tombé sur un malade mental en la personne de Randy Orton et donc en plein match, le champion envoie une claque à l'arbitre pour se faire disqualifier et les rêves de John Cena sont alors détruits puisqu'il vient tout simplement de gâcher sa chance au titre mondial. Le même soir, c'est Triple H qui va venir à bout de 5 autres catcheurs dans l'Elimination Chamber et il obtient donc un match de championnat sur la plus grande scène du monde, mais vous vous en doutez, Cena va pas lâcher l'affaire aussi facilement. Dès le lendemain de No Way Out, il demande à être intégré au match pour le titre à WrestleMania et le general manager William Regal accepte à la condition qu'il arrive à battre Randy Orton dans le main event de Raw. Vous vous en doutez, John Cena c'est pas le visage de la WWE pour rien, il vient à bout de Randy Orton et le match pour le titre est alors transformé en un triple menace de rêve pour tous les fans de l'époque. Et donc, après un clip excellent qui résume les motivations des 3 hommes, on peut accueillir le premier challenger pour ce premier match de championnat. Parce que oui, on a déjà vu beaucoup de choses ce soir, mais ce match c'est le premier dans lequel un titre est défendu. Et même si aujourd'hui la WWE est dans une ère bien différente, pour moi ça prouve qu'à WrestleMania, on n'a pas besoin de mettre toutes les ceintures en jeu. Mais bref, allons-y, John Cena entre en premier avec sa fanfare, il est rejoint par Triple H puis par le champion Randy Orton, et le plus grand triple menace de l'époque peut enfin commencer. D'entrée de jeu, on voit le côté malsain du champion qui profite de l'absence de disqualification pour envoyer un coup de ceinture à Triple H et se débarrasser alors d'un premier adversaire. Et même si cette action ne lui donne pas l'avantage immédiatement, puisque Cena déroule sur lui après ça, on voit très bien à quel point Orton est fou à l'époque. Bon, après on comprend aussi qu'ils mettent toutes les chances de son côté, parce que Triple H et Cena sont vraiment motivés à lui prendre le titre, et d'ailleurs Hunter lui en veut tellement qu'il envoie Cena hors du ring pour s'en prendre au champion. De retour dans le ring, justement, le vainqueur du Rumble revient et il profite de la position de Orton et Triple H pour les porter tous les deux sur ses épaules, mais malheureusement pour lui, ça ne paye pas et The Game descend pour revenir dans le combat. Enfin, Randy Orton arrive à profiter de la stipulation et de la présence de 2 challengers pour revenir, puisqu'il couche Triple H avec un brise d'eau et il envoie des coups de pied à ses 2 adversaires, mais alors qu'il grimpe sur la 3ème corde, il est repris par John Cena qui tente de reprendre l'avantage. On a alors des échanges très cool à ce moment-là, notamment Cena qui passe proche de placer son FU mais qui est surpris par Randy Orton qui réussit à descendre avant de tenter un roll-up. Et je trouve en plus que la stipulation triple menace est plutôt bien utilisée parce que à chaque fois qu'on a une tentative de tomber ou de finisher, le 3ème participant du match revient pour sauver le combat. En plus, on met vraiment en avant le fait que le champion est en danger parce que dans un match à 3, il peut perdre la ceinture en étant à l'extérieur si par exemple John Cena rive les épaules de Triple H, et donc Orton a tout intérêt à rester dans le ring au maximum. Sauf que justement, rester dans le ring, ça implique aussi de prendre des risques. Et même si pour l'instant le champion arrive à garder l'avantage en plaçant son DDT sur ses 2 challengers, il finit par être contré alors qu'il tente de placer son RKO à John Cena, et c'est donc lui qui reprend l'avantage. Cena peut donc dérouler ses classiques sur Orton avec notamment sa descente de la cuisse, mais encore une fois le champion fait preuve d'intelligence puisqu'il esquive le STF et envoie Cena dans le poteau à l'extérieur pour s'en débarrasser et remonter dans le ring.
C'est évidemment là le seul endroit où le match peut prendre fin, mais justement alors qu'il remonte, Orton est surpris par Triple H qui l'enchaîne de droite et s'en prend à sa jambe, et c'est désormais au tour du game de dominer cette guerre. Il se débarrasse de John Cena et prend son temps pour revenir vers Randy Orton, mais là encore alors qu'il pense avoir l'avantage, Triple H est surpris par un RKO sorti de nulle part, et le champion réussit à rester dans le match malgré la douleur. Maintenant, seul dans le ring contre John Cena, Randy Orton a intérêt à vite se reprendre, mais malheureusement son challenger est plus en forme puisqu'il le coince dans un STFU venu de nulle part, et le Legend Killer ne peut plus rien faire. Cena lui hurle d'abandonner et le champion semble à deux doigts de le faire pour perdre son titre, mais de nulle part, Triple H revient depuis l'extérieur du ring et casse la prise avant d'envoyer Cena sur les marches en acier. Ça y est, c'est maintenant au deuxième challenger de placer une soumission sur le champion et Triple H espère encore profiter du travail qu'il a réalisé plus tôt dans le combat, mais de nouveau, John Cena revient et casse la prise pour permettre au match de continuer. Le vainqueur du Royal Rumble ne perd pas de temps, il envoie Triple H hors du ring et coince à nouveau Orton dans un STFU, mais alors que le champion est sur le point de perdre connaissance, il est sauvé une seconde fois par Triple H qui casse la prise et coince Cena dans un crossface. Cena va ramper tant bien que mal vers les cordes pour casser la prise, ce qui en vrai dans un triple menace n'a aucun sens, parce que normalement il n'y a pas de disqualification, mais enfin bon c'est juste un détail, et c'est maintenant au tour des deux challengers de partir à la lutte. Les deux adversaires du main event de WrestleMania 22 échangent des coups au milieu du ring et c'est encore Triple H qui reçoit le soutien du public, mais comme 2 ans plus tôt, c'est John Cena qui prend l'avantage. Il déroule ses classiques et touche 2 games avec son 5 knuckle shuffle, mais alors qu'il prépare son FU, Triple H descend et veut le coucher avec son pedigree. Là encore, John Cena reste dans le match, il contre la prise et prépare son STF, mais Triple H réussit une fois de plus à le repousser avant de l'écraser sur son genou puis au sol avec son Spinebuster, et enfin, The Game a le match en main. John Cena ne sait plus où il est et Triple H en rajoute en allant s'en prendre à la jambe de Randy Orton pour s'assurer qu'il ne revienne pas, et même si le champ tente son FU, Hunter descend encore et cette fois-ci, il arrive à placer son pedigree. Tout indique donc que le match est terminé, Triple H retourne Cena et tente le tomber pour remporter le titre de la WWE, mais de nulle part, Randy Orton revient et envoie un violent punt kick dans le crâne de son challenger avant de river les épaules de Cena pour voler le match et conserver son titre dans un moment juste incroyable. Alors je sais que je suis pas du tout objectif, mais personnellement j'adore ce combat. L'idée même du combat me parle évidemment, parce qu'encore une fois j'ai grandi en voyant ces mecs là chaque semaine, mais le fait que la WWE soit allée faire gagner Randy Orton, je trouve juste ça parfait. Dites-vous qu'avant ça, ils avaient fait un sondage sur leur site pour demander aux fans quel était leur pronostic, et il y a que 8% des gens qui donnaient le champion gagnant. Donc oui, la victoire de Randy Orton à l'époque, c'est une vraie surprise. Alors certes, la WWE va vite faire machine arrière, parce que dès le pay-per-view suivant, Orton perd le titre, mais peu importe. Ce moment reste très important pour la carrière du Legend Killer, et franchement, c'est un match que j'ai toujours adoré. En plus, c'est dommage parce qu'il passe presque inaperçu à côté du main event et du match entre Michaels et Flair, et j'ai l'impression qu'il est même souvent critiqué, alors qu'en soi, ok, il est peut-être un peu court pour un triple menace, mais je trouve qu'il est pas si mal construit que ça. Mais allez, justement, j'ai parlé du main event et vous avez certainement hâte qu'on y arrive, et justement c'est bientôt le cas, mais avant ça, il nous reste un match à voir, celui entre le Big Show et Floyd Mayweather. Oui, là j'avoue que pour ceux qui connaissaient pas la carte avant de voir cette vidéo, c'est peut-être un match un peu inattendu. Mais bon, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire, hein. Après avoir fait venir Donald Trump l'année précédente, la WWE continue dans son idée de convaincre le public mainstream de suivre son programme, et donc lors de No Way Out, Floyd Mayweather, un des boxeurs les plus populaires de l'histoire, vient défendre Rey Mysterio et casse le nez du Big Show, pour le coup de manière bien réelle, ce qui lance ce match pour le moins étrange. Vous l'aurez compris, le point central de l'histoire, c'est la différence de taille et le fait que techniquement Mayweather est un meilleur combattant que le Big Show, sauf que comme on sera là dans un match de catch sans disqualification, on peut totalement croire en une victoire du géant. Ouais, en fait non, on n'y croit pas du tout. Bon, je pense que c'est très différent de revoir ce match aujourd'hui, et je pense aussi que ça devait être quelque chose de bien plus important aux États-Unis, étant donné la popularité de Mayweather, mais franchement, aujourd'hui, et pour un public français, c'est assez anecdotique. On accueille donc le Big Show puis Floyd Mayweather, qui franchement reçoit pas beaucoup de soutien de la part des fans, et j'ai même eu l'impression d'entendre des huées, mais quoi qu'il en soit, il se retrouve bien dans le ring avec ses mitaines et son attirail de boxe pour faire face au géant. Bon, vous vous en doutez, le match est pas incroyable, hein, Mayweather n'est pas un catcheur et le Big Show, bah c'est le Big Show quoi, il a rarement sorti des classiques, donc on a juste Floyd qui évite son adversaire et qui l'enchaîne de droite dès qu'il peut, ce qui donne lieu à très peu de contact. Finalement, Floyd va aller dans son coin pour recevoir de l'eau et des conseils de la part de son équipe, ce qui évidemment ne plaît pas au Big Show, donc il va s'en prendre au partenaire de son rival, et le combat continue ensuite comme il a commencé. On est vraiment sur le jeu du chat et de la souris jusqu'à ce qu'enfin le Big Show arrive à attraper Mayweather sur les cordes, mais intelligemment le boxeur se met sur son dos et tente de l'endormir avec une prise du sommeil. Bien sûr, le Big Show s'en sort et il s'en prend au bras de son adversaire avant de dérouler dans le coin avec une énorme atémie qui reçoit une belle réaction du public, et même quand il continue de dominer son adversaire, le géant reçoit un soutien total de la part des fans. Après, on va pas se mentir, cette période est pas hyper intéressante, c'est du catch très lent et très basique, mais c'est quand même fou de voir à quel point les fans sont derrière le Big Show. Je sais pas si c'est seulement par principe de soutenir le catch plutôt que la boxe, mais j'avais totalement oublié que Mayweather était hué pendant tout le match.
D'ailleurs, Floyd est tellement en mode heal qu'il va même jusqu'à fuir avec son équipe et ils se font alors détruire par le Big Show qui ramène son adversaire dans le ring et qui continue à dominer malgré les nombreuses interventions des associés de Mayweather. Et oui, on est là dans un match très particulier qu'on ne peut gagner que par tombée, soumission ou KO, donc il n'y a pas de disqualification comme je l'ai dit, et si ça permet au Big Show de rester dans le match malgré les attaques de l'équipe de Mayweather, ça permet surtout à ce dernier de s'emparer d'une chaise pour frapper le Big Show à plusieurs reprises, avant de lui envoyer un coup bas suivi de nombreux autres coups de chaise en plein visage qui le mènent droit vers la victoire. Pour en finir, Mayweather va chercher un point américain attaché au cou d'un de ses partenaires et il envoie alors un dernier coup de poing au géant qui s'effondre au sol pour de bon et qui ne se relèvera pas avant le compte de 10 de l'arbitre pour donner la victoire à Floyd Mayweather. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment juste un match pour le divertissement et honnêtement, il m'a pas marqué plus que ça, ni à l'époque ni aujourd'hui, donc ça permet juste à la WWE de faire un petit peu sa pub et ça nous mène enfin vers le main event. Et justement, le main event, parlons-en. Parce que si la plupart des histoires de ce WrestleMania viennent à peine de commencer, celle-là dure en fait depuis de nombreux mois et elle va encore continuer après WrestleMania. En fait, tout a commencé près d'un an plus tôt quand Edge a profité d'une blessure de l'Undertaker pour utiliser sa mallette Money in the Bank et remporter le titre de champion du monde. Et même si ce règne n'a pas duré bien longtemps parce que le champion s'est blessé à son tour, la rivalité a repris en fin d'année 2007 puisque l'opportuniste ultime s'est inséré dans l'histoire entre le Deadman et Batista pour tenter de récupérer la ceinture. Justement, la ceinture, il la reprend rapidement puisque lors de Armageddon, Edge vient à bout de Batista et de l'Undertaker pour devenir champion du monde poids lourd une seconde fois, mais très vite son règne est menacé étant donné qu'à No Way Out, le Deadman remporte l'Elimination Chamber et obtient donc une nouvelle chance au titre lors de WrestleMania. Sauf que, vous le savez, c'est pas tout, l'Undertaker et WrestleMania, c'est une très grande histoire. A l'époque, il est à 15 victoires pour 0 défaite, et on a d'ailleurs eu l'occasion de revenir sur tous ses matchs dans les WrestleMania précédents, et si beaucoup imaginaient qu'il viendrait à bout du champion pour continuer sa streak, certains pensaient qu'on vivrait cette année la toute première défaite du Phenom sur la plus grande scène du monde. Et donc allons-y. L'Undertaker fait sa 16e entrée sur la plus grande scène du monde pour tenter de faire progresser sa streak et reprendre le titre majeur de SmackDown, et il est rejoint par le champion qui nous fait ce soir une entrée juste exceptionnelle. Franchement, cette entrée de Edge, pour moi, c'est une des meilleures de sa carrière. Alors certes, le début il est un petit peu lent parce qu'il prend le temps de ramener Vicky pour l'embrasser, mais une fois qu'il avance vraiment au ring et qu'il fait exploser ses feux d'artifice, je trouve l'entrée juste magnifique. En plus, on y revient souvent, ce titre mondial, c'est vraiment un des plus beaux de l'histoire et je trouve qu'il va parfaitement à Edge, donc rien que pour ça, ce match et ce show m'ont vraiment marqué. Mais justement, allons-y, parlons du match. Tous les yeux sont rivés sur le champion qui est dominé au début alors qu'il a promis de choquer le monde en battant la streak de l'Undertaker, et même s'il revient avec un coup de pied, il est très vite repris par le Deadman qui ne le lâche pas. Déterminé à garder l'avantage et à remporter le match, l'Undertaker donne tout et il va même au-delà de ses limites, ce qui l'envoie à l'extérieur et qui permet à Edge de revenir le temps d'un instant pour reprendre un petit peu son souffle. Justement, le champion est très malin ce soir, il s'arrange pour maintenir l'Undertaker à l'extérieur et même quand il le ramène dans le ring, il trouve toutes les solutions pour le maintenir au sol et en difficulté, en se concentrant notamment sur le dos de son challenger. Malheureusement, il va commettre là une petite erreur puisqu'il veut grimper sur la 3e corde, ce qui est plutôt inhabituel dans son catch de l'époque, et ça permet à l'Undertaker de le pousser hors du ring avant de se jeter sur lui avec son incroyable Suicide Dive. Ce retour permet certes au Deadman de revenir puisqu'il continue sa descente de la cuisse, mais on voit quand même qu'il a beaucoup subi. Et d'ailleurs, ça se confirme puisqu'il n'arrive pas à placer son last ride et il est repris par le champion du monde. Avec ça, le match repart à l'extérieur, et c'est d'ailleurs une grande particularité de ce main event, parce que même s'il y a des décomptes et des disqualifications, Edge adopte une stratégie très efficace en travaillant hors du ring avec les barricades, et quand il revient à l'intérieur, il continue son travail avec des soumissions pour affaiblir son rival. On a alors une grande domination du champion, ce qui est vraiment inhabituel pour l'Undertaker qui a l'habitude d'être en contrôle, surtout sur la plus grande scène du monde, et les deux peuvent donc échanger les coups dans une scène juste excellente qui investit le public et permet à l'Undertaker de revenir. Et pourtant, comme à chaque fois, Edge ne se laisse pas faire. Cette fois-ci, il revient avec un dropkick qui couche son adversaire, et franchement, pour un catcheur présenté comme faible, opportuniste et tricheur, je trouve que Edge s'en sort très bien et il arrive à dominer un des plus grands de tous les temps. Et c'est ça qui fait que ce match est aussi bon. On sait tous que Edge est un excellent catcheur et qu'il peut sortir des grands matchs et il le confirme en contrant le chokeslam pour placer un DDT, mais on sait aussi qu'à l'époque, il a plutôt tendance à adopter un rythme lent et à en faire le moins possible pour se faire détester des fans. Sauf que, ce soir, il est un peu obligé de sortir le grand jeu s'il veut battre l'Undertaker. Et justement, il le montre en tentant un spear qui est contré par le Deadman qui arrive enfin à placer son chokeslam, mais là encore, le champion reste dans le match en se dégageant et en faisant tomber l'Undertaker pour l'empêcher de placer son old school. On vit alors encore ce dont je vous parlais les années précédentes avec les adversaires du Deadman qui apprennent de ses précédents matchs, puisque même si Edge se fait surprendre dans le coin avec une position de last ride, il arrive à descendre et garde encore l'avantage. Bon, malgré ça, il subit quand même le last ride quelques instants après et son retour est vite calmé par un old school du Deadman, mais une fois encore, l'intelligence de Edge lui permet de revenir puisqu'il esquive l'Undertaker et le laisse alors détruire l'arbitre avec un coup de pied.
Vous vous en doutez, sans arbitre dans le match, Edge a le champ libre et il frappe l'Undertaker entre les jambes avant de l'attaquer avec une caméra, mais alors qu'il croit avoir repris le match en main, le Phenom revient et le surprend avec un Tombstone Piledriver pour mener à un des moments les plus connus de ce show. Alors que le Deadman tente le tomber, on voit Charles Robinson débarquer à toute vitesse depuis les vestiaires et il descend la longue rampe qui mène au ring sous l'ovation des fans pour remplacer le précédent arbitre, mais malheureusement, à son arrivée, il est déjà trop tard, Edge a repris ses esprits et il se dégage à deux. Mais en vrai, cette scène de l'arbitre qui court depuis la rampe d'entrée, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà vu alors qu'ils n'ont pas forcément vu WrestleMania 24, et je me rappelle même d'une vidéo qui tournait beaucoup sur YouTube à l'époque autour de 2010 avec une musique là et un ralenti sur la course de Charles Robinson. En plus, ce moment permet l'arrivée des Edgeheads, Zack Ryder et Kurt Hawkins qui font leur première apparition à WrestleMania ce soir et leur dernière avant un bon moment, et qui se font exploser par l'Undertaker. Mais justement, alors qu'ils se retournent après ça, le Deadman est découpé par un spear, et les fans pensent alors que tout est fini. Et pourtant non. À la dernière seconde, l'Undertaker lève l'épaule et sauve sa streak, et alors que Edge le couche avec un second spear, il trouve même la force de le surprendre et de le coincer dans un Hell's Gate qui fait exploser le stade, et qui finit en plus par faire abandonner Edge après de longues secondes de souffrance, pour donner la victoire et le titre mondial à l'Undertaker. Avec ce nouveau match, le Deadman se retrouve alors à 16 victoires et 0 défaites, et il célèbre devant un stade entier pour mettre un terme à cette édition de WrestleMania, qui très franchement fait partie de mes favorites. Les matchs les moins importants font leur travail et dépassent même parfois les attentes. Les matchs les plus attendus, eux, sont largement à la hauteur et nous offrent des moments qui ont marqué l'histoire. Et cette fin en apothéose avec ce grand match entre l'Undertaker et Edge donne pour moi à WrestleMania 24 une saveur très particulière. En plus, quand on sait que la WWE envisageait réellement de donner la victoire à Edge pour mettre un terme à la streak, on comprend que ce show aurait pu être encore plus historique, et même si je sais que la nostalgie déforme certainement ma vision des choses, WrestleMania 24 restera à mes yeux un des meilleurs, et j'ai passé un excellent moment à vous retracer son histoire. Du coup, comme d'habitude, je compte sur vous pour me partager votre expérience avec ce show dans les commentaires, et tant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous régaler avec Oli en utilisant mon lien et mes codes en description et en commentaire épinglé. Je les remercie encore de m'accompagner sur la chaîne, c'est vraiment les rois. Et sur ce, c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.